Podcast Échec avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abreuvoit, Rénovation et calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 3 septembre 2024, 100% football. C'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. C'est Francisquez qui s'est rué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez! Goal! Case! Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, il est de retour pour une troisième saison consécutive. Nous avons la chance de le revoir avec nous cette saison. Notre spécialiste football, spécialiste NFL, notre collaborateur Pierre-David Bolduc. Comment est-ce qu'il va? Bien sûr, mon Marco, ça va bien, toi? Je suis tellement content là, qu'on refasse ça pour une troisième saison. La NFL va battre son plein à compter de jeudi. On a tellement de choses à vous parler aujourd'hui, là, ça va être vraiment le fun. J'avais tellement hâte que l'année commence, ça n'avait pas de sens. Ouais, écoute, honnêtement, là, il fallait que ça recommence. Là. Dans les dernières semaines, on entendait beaucoup parler de football, les camps d'entraînement, les matchs pré-saison. Là, c'est le temps. On met la table pour la saison régulière. On avait hâte, mesdames, messieurs, d'être là. Et pendant qu'on est là, avant qu'on commence, n'hésitez pas là, à nous écrire tout au long de ce gros 45 minutes football vos prédictions. Allez-y avec vos classements, qui va gagner le Super Bowl. T'sais, gâtez-vous, là, c'est le moment, là, rentrez dedans. Là. C'est le temps d'y aller de vos commentaires, puis on va y répondre en cours de route. Nous autres, aujourd'hui, on revient sur la pré-saison. On va parler un peu de nos prédictions là, sur les divisions. Puis on va terminer avec nos prédictions. Comme à chaque semaine, on va y aller de nos prédictions là, sur les semaines à venir. Puis on va toujours revenir sur nos prédictions d'avant, comme les deux dernières saisons. Puis vous allez voir, là, ça donne toujours quelque chose de beau là, à chaque semaine. Et comme dirait mon ami Louis, and the toss! Notre ami Louis, notre fidèle auditeur qui sera des nôtres là, encore une fois cette saison à y aller de ses paris osés. Je ne sais pas s'il va faire des paris osés avec les Bills cette saison, mais bon. Moi, j'en ai fait un sale bon pari aujourd'hui, justement avec Louis. Je vais en parler tantôt, là, mais qu'on donne nos prédictions. Mais pour les gagnants des divisions. Par où veux-tu débuter, Pierre-David? Je pense qu'on a beaucoup de pain sur la planche pour ce prochain 45 minutes. Tu veux, je voulais faire un tour, oui, c'est vrai, de la pré-saison. Pour commencer, il y a quelques joueurs, là, surtout quelques carrières, des jeunes carrières qui ont réussi à faire leur place. Là. On va en discuter tantôt, mais qu'on fasse le tour des équipes. Mais il y a quelques carrières qui ont réussi à se tailler un poste comme partant dans la NFL. Le jeune, le choix de première ronde, le premier au total l'année passée avec les Bears de Chicago. Caleb Williams a réussi là, à se tailler un poste comme titulaire au poste de carrière. Aussi, Washington, ça a été le choix de première ronde, deuxième au total. Jaden Daniels avec Washington réussi à se tailler le poste de partant. Surprise quand même chez les Pats, Drake May, le corps arrière qui avait été choisi, le troisième au total par les Patriots. Ça va être Jacoby Brissett qui va être le corps arrière partant. C'est quand même une surprise pour moi, mais quand même, on sait qu'avec Brissett, bon deuxième corps arrière, mais comme partant, ça n'a jamais fonctionné. On va en parler aussi tantôt. Sinon, je regarde.
Euh, Bo Nix avec les Broncos de Denver aussi va débuter. Euh, Puis sinon, c'est ça, il va y avoir les retours là, d'Anthony Richardson, un carrière de deuxième année. Là, on se rappelle, là, il s'était blessé avec les Colts en début de saison pour toute l'année. Donc, de ce côté-là, euh, on va voir, ça va être intéressant de voir là, si c'est un carrière là, qui est aussi bon là, par la course que par la passe. Vraiment un gabarit imposant, Anthony Richardson. Je l'avais sous la loupe l'année passée, mais malheureusement, sa blessure en début de saison là, nous avait empêché de le suivre toute la saison. Mais par contre, cette année, ça va être intéressant. Là, prise 2 dans son cas. Bryce Young, ça va être intéressant la deuxième année. Puis il y en a un vétéran, un vieux de la vieille. On va en parler tantôt avec les Jets de New York. Aaron Rodgers s'était blessé là, dès le premier match de la saison, après 4 jeux seulement. Va revenir là, à son poste avec les Jets de New York, qui est pas une mauvaise équipe, les Jets quand même. Il ne faut pas les lancer en dessous de l'autobus trop rapidement parce que je pense que Aaron Rodgers va être capable, même si ça fait pratiquement 2 ans qu'il n'a pas joué au football, va être capable d'amener des résultats. Je ne sais pas combien de victoires exactement, mais c'est sûr qu'on va avoir plus de résultats que l'année passée. Après, j'ai envie de dire la saga Justin Field à Chicago. Puis on va revenir tantôt là, sur les Bears. Tu as parlé de Caleb Williams en entrée de jeu. Est-ce que finalement l'espoir peut vivre à Chicago avec Caleb Williams? Moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'avec tous les ajouts qu'on a fait en plus chez les Bears de Chicago, le DG qui est dans cette équipe-là, pour moi, depuis quelques saisons, c'est le DG de l'année à chaque année. Il remporte pas ce titre, mais quand même, les transactions qu'il a fait, là, la transaction là, qu'il avait fait, là, qu'il avait envoyé là, le premier choix là, aux Panthers de la Caroline avec attitude de retour. Ça a donné Caleb Williams, ça a donné aussi les receveurs de passe, DJ Moore, ça a donné plusieurs là, très très bons joueurs là, pour les Bears. On est vraiment dans la bonne voie. J'ai hâte de suivre cette équipe-là cette année. Tu en parlais tantôt avec Justin Fields, lui il a abouti là, avec les Steelers de Pittsburgh. Lui et Russell Wilson ont abouti là-bas à l'entraînement pré-saison. Je comprends pas pourquoi Russell Wilson a été indiqué comme étant le carrière partant en fin de semaine. Pourtant, Justin Fields a été meilleur que Wilson au camp d'entraînement. Je ne sais pas si c'est une question que Fields accepterait ce rôle-là pour débuter l'année, tandis que Wilson l'aurait comme plus ou moins accepté probablement. Mais par contre, je pense pas que ça va durer du côté de Wilson. On va en parler un peu plus tard. Les Vikings, nouvelle du camp d'entraînement, ça a été absolument catastrophique, là. La blessure là, à leur choix de première ronde, là, J.J. McCarthy qui s'est blessé. Là, on va se tourner vers Sam Darnold là, pour commencer l'année. Ça, c'est vraiment pas de bonne nouvelle pour les Vikings Minnesota. Non, vraiment pas là. Quand tu te tournes, quand tu passes d'un espoir qui peut t'amener vers quelque chose de bon à Sam Darnold, c'est jamais bon, très très bon là, pour la suite Non, des c'est choses. Si tu le veux bien, on va maintenant aller vers les divisions. Parce qu'il y en a beaucoup des divisions dans la NFL. Et là, mesdames, messieurs, on vous invite à vous joindre à nous si vous le voulez. On a nos papiers, tout est fait. Là, Cédric Paquette du segment LCF va être jaloux parce que depuis le début de la LCF, j'ai jamais noté mes prédictions sur papier. J'ai jamais rien fait sur papier. Et là, Pierre-David revient en poste et mes papiers sont prêts. Donc, Moi, écoute, j'ai imprimé 25 feuilles aujourd'hui. Je suis prêt pour vous. Je me suis préparé. J'ai travaillé aujourd'hui, mais je me suis préparé aussi. on travaille On peut toujours, là. On tient à le dire à nos boss. On travaille toujours, là. C'est juste que des fois, on triche un pas- petit peu, là. on sait pas dans quoi on travaille, là, c'est Et ça qui arrive. voilà. Si on commence avec la AFC Nord, donc la division avec les Ravens de Baltimore, les Bengals de Cincinnati, les Browns de Cleveland, et t'en as parlé là, à la toute fin, les Steelers de Pittsburgh. À quoi tu t'attends dans cette division? Moi, si tu veux, là, on pourrait parler équipe par équipe de cette division-là, comme on pourrait le faire après. Un coup qu'on a fini de parler des joueurs qui sont là, on indique carrément c'est quoi notre classement, qu'est-ce que t'en penses? Ah, vas-y, pas trop. Donc, je commence avec les Ravens de Baltimore. Écoute, les ajouts importants, le porteur de ballon, les porteurs de ballon, là, le porteur de ballon, Derrick Henry. Je pense que ça,
honnêtement, là, ça va faire une grosse différence. Autant, là, pas juste sur le terrain au complet, mais on sait Derrick Henry, en plus de Lamar Jackson, qui a été le joueur par excellence là, de la dernière saison. Derrick Henry, là, quand on est en dedans du 5 verges là, adverse, là, c'est une menace aussi par la passe. Là. Il a déjà fait des jeux spéciaux aussi, capable de rentrer en Wildcat. Lamar Jackson aussi aime ça rentrer dans son début là, dans du 5. Donc, on va pouvoir avoir là, une belle brochette de jeu là, pour essayer de mêler là, les défensives adverses. Honnêtement, quand on va rentrer dans zone payante chez les Ravens de Baltimore, là, ben, le mot le dit, là, ça va être extrêmement payant. Selon moi, là, ça va être vraiment très difficile de les arrêter à ce moment-là. Quelques pertes en défensive, par contre, j'ai hâte de voir ça. Mais par contre, les Ravens de Baltimore, avec leur jeu au sol, veulent contrôler le cadran de jeu. Puis je pense qu'ils vont réussir vraiment cette année là, Moi, à dominer cette division-là. Moi, honnêtement, la seule question que je me pose, c'est comment un gars comme Lamar Jackson va réagir avec un gars comme Derrick Henry, parce que tu as parlé de Lamar Jackson tantôt. C'est un gars qui court beaucoup. C'est un gars qui utilise beaucoup ses jambes. Puis là, avec un gars comme Derrick Henry, forcément, on va moins utiliser peut-être Lamar Jackson au niveau du jeu au sol, puis on va vouloir qu'il se concentre peut-être plus à lancer le ballon. Comment tu perçois un peu le duo Henry-Lamar Jackson? Ah, Derrick Henry arrive, puis il y a un porteur de ballon qui s'en va. Là, pour moi, je vois pas vraiment là, de différence, à part qu'on a vraiment une arme redoutable de plus. Je pense que la feinte de jeu au sol passe là, peut être extrêmement payante parce qu'on n'aura pas le choix là, de non seulement respecter le jeu au sol de Derrick Henry, on doit aussi respecter le jeu au sol, évidemment, avec Lamar Jackson, mais en étant joueur par excellence l'année dernière, a montré Lamar Jackson là, qui était capable aussi d'être un excellent passeur. Donc, on va être obligé là, de respecter les trois facettes du jeu. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle parce que quand tu te mets là, à être un peu mélangé justement dans ces trois facettes de jeu-là, ben, c'est là que tu peux jouer ses talons en défensive puis avoir beaucoup de difficultés à contrer les attaques adverses. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Si on passe maintenant aux Bengals de Cincinnati. Chez les Bengals, on a ajouté encore une fois de l'attaque. Zach Moss, le porteur de ballon, qui a déjà appartenu, avait déjà été repêché par les Bills de Buffalo il y a quelques saisons déjà, commence à se promener déjà tôt en carrière. On a aussi ajouté là, l'allié rapproché Mike Gesicki, qu'on a connu là, avec les Dolphins de Miami aussi. Quelques petites armes ici et là. On va compter sur le retour au jeu de Joe Burrow, évidemment, là, qui était blessé en deuxième moitié de saison l'année dernière. Puis qui avait connu quand même une saison difficile là, avant sa blessure. On sentait qu'il était en train de revenir. Jouait blessé en début de saison, ça allait pas vraiment bien. Finalement, là, une autre blessure. Chez les Bengals, il faut vraiment améliorer. On a été chercher des ajouts là, en défensive, mais on a été la pire défensive contre la passe l'année passée. Là. On donnait beaucoup trop de points cette année. Là, si on continue à donner des points de même, surtout dans une division qui compte là, des bonnes attaques comme les Ravens de Baltimore, comme les Browns de Cleveland, ça va être vraiment très difficile chez les Bengals si vraiment on ne calme pas là, le nombre de points accordés par match. Du côté des Browns de Cleveland. On a été chercher un receveur de passe qui a fait des vagues avec les Broncos, avait été drafté là, par les Broncos, Jerry Jeudy, receveur de passe explosif. On a été le chercher seulement là, contre un choix de 5 et un choix de sixième ronde de ce côté-là. Il avait pas beaucoup de valeur parce qu'on se rappelle là, qu'il s'était chicané littéralement là, avec ses entraîneurs. Il commençait à bouder là, avec les Broncos. Donc, on a été le chercher à bas prix. Puis je pense qu'avec Deshaun Watson comme corps arrière, enfin, il va pouvoir jouer avec un corps arrière, là, Jerry Jeudy. Puis je pense que ça peut faire des flamèches dans cette division-là. Honnêtement, je pense que les Browns souvent, là, depuis quelques années, là, on les voit jamais là, mais sont toujours là pareil. Puis je pense que ça va être une autre saison comme ça pour les Browns de Cleveland. Oui, je pense que les Browns, bon, dire qu'ils vont causer la surprise serait un peu osé parce que il n'y a personne qui va détrôner les Ravens au premier rang. Mais une possibilité de les voir finir deuxième avec les Bengals derrière pourrait être une surprise là, au courant de la saison. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait pas tant étonnant si on regarde la fin de saison des Bengals qui ont été affreux lors de la dernière saison. Puis même les pré-saisons là, des derniers matchs des Bengals, ça a été difficile. Ma foi, ça l'a été aussi pour Cleveland. Mais je pense que si on regarde les deux équipes,
Cleveland, qui a une très bonne défensive, là, pourrait peut-être causer la surprise à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ça, ça va être intéressant. Chez les Steelers de Pittsburgh, on en a parlé d'entrée de jeu. On a fait l'acquisition de Justin Fields via transaction. On a fait l'acquisition aussi de Russell Wilson sur le marché des joueurs autonomes. On décide de faire starter Wilson, ça je comprends vraiment pas ça. Peut-être qu'ils vont me faire mentir, mais peu importe. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. On a quand même signé là, l'excellent joueur défensif, là, Patrick Queen, dans cette équipe-là, chez les Steelers de Pittsburgh. Donc, vraiment, là, des bonnes acquisitions pour eux. Une chose est sûre, c'est que si on a un carrière de blessés, on a un autre. Moi, j'aurais voulu Justin Fields pour deux raisons. Premièrement, l'année passée avec les Bears, très difficile la première moitié de la saison. Mais on se souvient, là, les Bears ont vraiment été solides dans le dernier droit de l'année. Là. Puis Justin Fields jouait de l'excellent football. A eu un camp d'entraînement correct. J'aurais pensé qu'il aurait eu vraiment le starting job direct. Parce que on sait que Mike Tomlin, là, comme coach là, des Steelers, en 18 ans, n'a jamais eu une fiche en bas de 500. Donc, vous allez me dire, là, faut faire confiance au coach, vu qu'il n'a jamais joué en bas de 500, mais quand même, j'ai des doutes sur cette décision-là. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est peut-être de vouloir donner le premier départ aux vétérans. Puis si ça fonctionne pas par après, on va remédier rapidement à la situation et on va se tourner vers Justin Fields. Mais je partage ton opinion. Je pense que Justin Fields aurait dû être le carrière partant. Puis attendons de voir le résultat en bout de ligne. Là. Ça a duré une semaine. Écoute, c'est possible, c'est possible. Et tu sais, si on regarde la dernière saison de Russell Wilson avec les Broncos, je pense qu'on serait pas surpris si quand on revient la semaine prochaine, c'est Justin Fields qui a fini la game. Tu sais, je pense que c'est un scénario qui peut être possible tout à fait. Là. Si on Donc, regarde le classement de cette division-là, division Nord, tu me diras tes choix. Après, je mets les Ravens au premier rang qui vont faire les séries éliminatoires. Ensuite de ça, je tiraillais un peu entre les Bengals et les Browns, mais on dirait que euh, j'adore tellement la combinaison là, Joe Burrow, Jamar Chase. Je pense que si les deux sont en santé cette saison, on va accorder des points, mais on va être en mesure de gagner nos games pareil. Je mets les Bengals deuxième. Je mets les Browns au troisième rang. Mais par contre, je mets les Browns qui participent également aux séries. Je mets Bengals Browns qui font les séries comme wildcard dans la même division. Et je mets les Steelers qui vont jouer du bon football quand même, mais je mets les Steelers hors des séries au quatrième rang. Les Steelers, on se rappelle quand même, là, ils ont remporté leurs trois derniers matchs de la saison régulière l'année passée pour se frayer un chemin dans les éliminatoires. Je pense que cette année, là, ça va être un petit peu plus difficile pour eux, même s'ils ont quand même une bonne équipe sur le terrain. non, je suis 100% d'accord avec toi. De mon côté, bon, les Ravens sans surprise au premier rang. J'avais, avant le début du podcast, mis les Bengals deuxième et les Browns troisième. Mais on dirait que, à force d'y réfléchir, puis en me rappelant la moitié de saison atroce que les Bengals ont connue, on dirait que j'ai une crainte à ce niveau-là. Puis il y a quelque chose que tu as souligné d'important quand tu as parlé des Bengals. Tu as parlé de santé. Joe Burrow, ça n'a pas été facile la saison dernière. Je pense que ça, c'est un facteur qui pourrait faire mal aux Bengals si on perd Joe Burrow encore. J'ai vraiment confiance aux Browns de Cleveland. Bonne défensive. Je pense que Deshaun Watson, ça va bien fonctionner. Donc, moi, de mon côté, ça va être Baltimore, Cleveland, Cincinnati et les Steelers, sans surprise. C'est mon choix. Donc, Next. yes, next, on y va avec la AFC Sud maintenant. CJ Stroud et les Texans de Houston. Écoute, les Texans, en plus d'avoir CJ Stroud, quelle saison! Là, on se rappelle, là, l'année dernière, la recrue de l'année avait été le choix, deuxième au total l'année dernière, CJ Stroud comme carrière là, avec les Texans de Houston. A été la recrue de l'année, a établi des records de la NFL pour une recrue. Il y en a, j'ai des amis qui m'ont dit, ah, le syndrome de la deuxième saison, attention, parce que je pense pas que ça va arriver à Houston, le syndrome de la deuxième saison. Pourquoi? Parce qu'en plus de la bonne équipe qu'on a, on ajoute un porteur de ballon de la trempe de Joe Mixon qui s'en vient là, avec les Texans de Houston. On ajoute un receveur de passe comme Stephon Diggs aussi, qui était une gloire là, avec les Bills de Buffalo. Va être absolument incroyable là, avec CJ Stroud. Je vois déjà des jeux canons se produire dans ma tête.
On ajoute aussi de la profondeur là, au poste de receveur de passe avec Ben Skowronek qui a quand même sorti une coupe de bons matchs avec les Rams. J'allais dire les Rams de Saint-Louis, mais sont à LA depuis quand même plusieurs années. On a aussi ajouté un peu de défensive avec Nico Autry. On a amélioré de la défensive chez les Texans, donc on s'est amélioré là, à toutes les facettes, là, autant en attaque qu'en défense. Moi, je pense on est intelligent chez les Texans de Houston. On s'est organisé là, pour pas justement que CJ Stroud connaisse une deuxième saison, le syndrome de la deuxième saison. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des acquisitions. Oui, on a perdu Devin Singletary comme porteur de ballon, un porteur de ballon que j'adore, qui est rendu avec les Giants de New York, mais on l'a remplacé quand même par Joe Mixon, c'est quand même un très, très bon remplaçant. Donc, on s'est organisé là, pour donner les outils à CJ Stroud pour réussir. Je crois rapidement que les Texans de Houston vont être très, très, très intéressants à avoir joué cette saison. Allons-y avec les Il faut Colts d'Anthony Richardson. Ouais, Anthony Richardson, écoute, les Colts ont préservé leurs joueurs comme ils font souvent. Ils ont quand même signé là, un deuxième carrière qui est vraiment intéressant. Le Joe Flacco a signé là, comme backup là, avec les Colts d'Indianapolis, justement au cas où que Anthony Richardson se blesse. Joe Flacco, quelle saison qu'il a connue là, en deuxième moitié avec les Browns de Cleveland. Ça a été une révélation, amener son équipe en série là, avec les Browns. Euh, Moi, j'aime cette signature-là. On se back le cul parce que chez les Colts, ça a toujours été un problème depuis pratiquement 10 ans. Les corps arrière, on a enfin trouvé un avec Anthony Richardson. C'est blessé. Après ça, ça a été pas mal plus difficile quand il a dû quitter. Mais là, on réussit à trouver un backup de grande qualité en Joe Flacco. Pour moi, c'est le meilleur backup qui a signé dans la Ligue cette année. Ouais, je pense que ça vient équilibrer les choses. Tu te ramasses avec de la jeunesse. Anthony Richardson, qui n'a pas encore toute l'expérience pour être un bon corps arrière dans la NFL. Oui, il va être un bon corps arrière, mais présentement, manque d'expérience. Donc, un gars comme Joe Flacco, qui a plusieurs années derrière la cravate, va assurément être une bonne chose pour le développement du jeune corps arrière des Colts. Allons-y avec Trevor Lawrence et les Jaguars de Jacksonville. Je pense que les Jags vont finir deuxième de cette division-là. Pourquoi? Parce que Trevor Lawrence, on avait dit quoi? Saison coup-ci, coup-ça l'année passée, ça a été pas mal plus difficile. Quand même, là, si je regarde, on, on a eu une fin de saison là, correct, mais sans plus. Qu'est-ce qu'on a fait chez les Jags? On a été chercher des armes pour Trevor Lawrence. On a été chercher Gabe Davis des Bills de Buffalo, qui était une révélation l'année passée. A signé un contrat de 3 ans. On a été chercher aussi Devin Duvernay, un receveur de passe. On a amélioré la ligne à l'attaque là, avec Ezra Cleveland puis Mitch Morse. Puis on a été chercher un backup, un carrière backup aussi en Mac Jones, qui était avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, quand même là, de beaux ajouts offensifs chez les Jaguars. J'aime vraiment ce que j'ai vu dans leur cas. Ce qui va être important pour les Jaguars, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est la constance au niveau des bonnes performances. Il faut que les Jaguars, Ouais. on soit constant. Il faut pas qu'on échappe des matchs qu'on aurait pris trop à la légère. Il faut qu'à tous les matchs, on entende de la même façon et qu'on joue de la même façon. Fait que je pense que la mission première de Trevor Lawrence et les Jaguars, ça va être vraiment la constance au niveau des performances cette saison. Entièrement d'accord. Du côté des Titans du Tennessee, Écoute, les Titans du Tennessee, de grandes acquisitions offensives pour moi. Tony Pollard, le porteur de ballon là, qui est parti là, des Cowboys de Dallas pour aller aux Titans du Tennessee. Pour moi, c'est une grande signature. J'ai toujours aimé Tony Pollard, un gars qui est sous-estimé quand même dans la ligue parce qu'il amène beaucoup à ses équipes. On a été chercher les receveurs de passe, là, Tyler Boyd, Calvin Ridley chez les Titans. On a été chercher un joueur défensif en Algerius Sneed, un cornerback, là, un demi de coin. Euh, pour moi, les Titans là, ont ajouté des armes offensives pour le jeune carrière Will Levis. Mais je pense ils vont un petit peu tirer de la patte. Quand je regarde mon classement de ce côté-là, du sud de l'américaine, je mets les Texans au premier rang. Je suis quand même tiraillé entre les Colts et les Jags. Euh, Écoute, je vais dire Jaguars, Colts, Titans. La même chose que l'année dernière.
Ouais. Jaguars, Colts. De mon côté, j'ai mis Houston premier, les Jaguars deuxième, les Colts troisième et les Titans quatrième. Donc, ouais, je pense que la course va être quand même bonne là, entre les Colts, les Jags et les Titans. Je, je Ouais. serais pas surpris de voir peut-être les Titans avant les Colts, peut-être. Je serais pas surpris là, qu'à la fin de la saison, euh, les Jags soient troisième, les Colts soient deuxième. Je pense que dans les Ah, ben trois oui. dernières, enlève les Texans pour moi, c'est assuré qu'ils finissent premier. Mais dans les trois autres équipes, je pense qu'on pourrait ne pas être surpris euh, de voir là, autant les Jags deuxième que troisième. Là. Quand je regarde les deux divisions qu'on a parlé à date, les équipes, là, enlève les Texans et les Ravens qui continuent à essayer de s'améliorer, qui sont au sommet de leur division. Les autres équipes se sont grandement améliorées pour moi. Là. Fait que ça devient difficile de dire 2, 3, 4. Non, Pourtant, effectivement. eux, je les vois un peu plus à la fin, mais quand même, là, ça devient difficile parce qu'on a vraiment fait de très bons ajouts dans ces équipes-là. 100% d'accord avec toi. Une division qui va piquer ma curiosité et je ne sais pas si je vais perdre mes cheveux d'ici la fin de la saison. Mais c'est la AFCS avec les Bills de Buffalo. Et parlant des Bills, on va commencer avec eux qui ont perdu de gros morceaux. Et je pense qu'il faut prendre le temps d'en parler. Là. Ils ont littéralement perdu leur défensive en entier ou presque. Ils ont perdu absolument la totalité de leur receveur de passe. Il leur reste Josh Allen et James Cook dans le champ arrière. Ils ont signé Curtis Samuel comme receveur de passe, mais on l'a vu dans le camp d'entraînement. On s'est fait exploser 2 fois sur 3. On a gagné un match, je pense 9-7, quelque chose comme ça, à bas pointage. On a eu beaucoup de blessures dans le camp d'entraînement, pas de profondeur, littéralement. Là. C'est nos joueurs de profondeur qui jouent en ce moment chez les Bills. Je pense quand même qu'ils vont réussir à se tailler une place en série. Je fais quand même confiance à Sean McDermott parce que depuis qu'il est arrivé en poste, a toujours amené ces équipes-là meilleures qu'ils sont réellement, a toujours réussi à pousser ses joueurs euh, à leur plein potentiel. Je pense qu'ils vont être en mesure de le faire. Euh, mais j'en dis pas plus que ça. Les Bills, qui est l'équipe, ben notre équipe, en fait, et qui est l'équipe de mon ami Keke aussi. Keke qui dit, et je cite, parlant des Bills, Super Bowl, oui, monsieur! Moi, j'y crois pas, mais pas pantoute. Je pense que on le voit dans les dernières années, les Bills vont se tailler une place en série, vont se faire éliminer direct en partant. Moi, je crois, honnêtement, ma perception des Bills de Buffalo, c'est que dans les dernières saisons, la fenêtre du Super Bowl était ouverte. Puis là, clairement, après l'entre-saison qu'ils viennent d'avoir, la porte s'est fermée. Terminé. Même si on se rend en Terminé. série, en éliminatoire, euh, on va rentrer en éliminatoire puis on va vite en ressortir. Là. Les Bills n'ont On va faire rien comme les pour Steelers. survivre. Puis même si on se rendrait en finale de conférence, je pense que les Bills contre les Chiefs, on sait tout de suite que c'est fini. Là. On n'a pas l'équipe pour Ah, compétitionner cette saison-là. Je serais même en pas tout cas, surpris si les Bills ne feraient pas les éliminatoires. Je crois qu'on va les absolument, faire, absolument. mais honnêtement, si on les fait pas, je serais pas surpris. Là. Allons-y Ah, avec parlons des les. équipes, monsieur. Ouais, Je vais passer plus allons-y loin. avec Tua Tagovailoa et les Dolphins de Miami qui devraient assurément le terminer premier dans la AFCS. Exact, avec ce qu'on parle des Bills depuis tantôt, les Dolphins ont gardé leur monde. Euh, je vois les Dolphins, là, littéralement, justement, prendre la place des Bills. Les Dolphins ont encore une excellente saison l'année passée. Ils sont arrivés juste short, là. Ils avaient la même fiche que les Bills, c'est juste qu'ils ont perdu le dernier match de la saison contre eux autres pour ne pas finir premier. Je pense qu'on va réussir là, à se raplomber chez les Dolphins, puis réussir ce qu'on n'a pas fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'avancer les Bills au classement. Moi, je vois les Dolphins premiers. Si on parle un peu des Pats, c'est parce que je vois que le temps file quand même. Là. Ouais. Chez les Pats, on en a parlé d'entrée de jeu, là, on a signé Jacoby Brissett qui a finalement réussi à prendre la place de Drake May. Ça, c'est une solide surprise aussi pour moi qu'on commence avec Jacoby Brissett. Je les vois en queue de peloton. Les Jets, on en a parlé aussi d'entrée de jeu. Les Jets, le retour au jeu là, du corps arrière, là, Aaron Rodgers va venir changer la donne complètement parce que les Jets n'ont pas fini dernier l'année passée. Là, ils ont fini avec une fiche de 7 victoires, 10 défaites, mais avec
aucun corps arrière. Ça a été une chaise musicale tout au long de la saison. Cette fois-ci, si Aaron Rodgers est capable de rester en santé, je pense qu'on va être en mesure de finir troisième de cette division-là. Pourquoi je les mets pas en avant des Bills? Parce que Rodgers, ça va faire 2 ans qu'il n'a pas joué au football dans la NFL. À 40 ans, je pense que ça pourrait paraître. Non, je suis d'accord avec toi. On va y aller rapidement avec le classement de cette division-là, si tu veux bien. Dolphins, Bills, Jets, Pats, de mon côté. Moi, j'ai mis Dolphins, Jets, Bills et les Pats. J'ai une impression que si Aaron Rodgers retrouve son bon football, finalement, je crois que les Jets ont tout pour finir devant les Bills. Mais seulement si Aaron Rodgers retrouve là, son air d'aller. Sinon, je suis un peu comme toi. Là, je pense que les Bills vont terminer devant les Jets. C'est pas fou. On va y aller maintenant avec la AFC West. On va y aller rapidement. Là. Denver. Je ne vais pas parler trop longtemps de Denver. Là. J'en ai parlé aussi d'entrée de jeu. Ils ont repêché là, au 12e rang au total Bo Nix, l'excellent carrière là, de l'Université de l'Oregon. Vont le faire starter. Il avait signé Zach Wilson comme backup au cas où. Qui arrive de quoi? Zach Wilson qui est en provenance des Jets. Une véritable catastrophe. Autant sur le terrain qu'à l'extérieur du terrain, Zach Wilson. Je vois les Broncos là, terminer au dernier rang de cette division-là. Les Chiefs ben, fidèles à eux-mêmes, signent Carson Wentz comme backup, vont chercher Marquise Hollywood Brown comme receveur de passe. Pour moi, j'aime cette signature-là chez les Chiefs de Marquise Brown. On va être extrêmement solide chez les Chiefs. On est complètement seul, selon moi, dans cette division-là. Chez les Raiders de Vegas, on a signé Gardner Minshew comme carrière. On a déclaré qu'ils étaient pour commencer la saison. Chez les Raiders, écoute, moi, je suis embêté un peu, surtout quand j'ai vu ce que les Chargers ont fait. On a gardé notre monde chez les Chargers, mais on a été chercher le meilleur coach qui était disponible selon moi, Jim Harbaugh. Ça va complètement changer la donne parce que vraiment, là, le coaching staff, c'était un réel problème chez les Chargers. Je pense qu'en réglant ce problème-là, pour moi, ça va être les Chiefs au premier rang, les Chargers au deuxième, les Raiders au troisième et les Broncos en queue de peloton. Ouais, même chose pour moi. On peut passer donc à la AFC West. Parfait. Donc, la AFC West, eh bien là, ça c'est une division que j'ai l'impression que ça va être le fun à regarder. On vient d'en parler, par exemple, dans AFC West. C'est ce que j'ai dit. Ah, excuse, la NFC Nord. NFC Nord. Pourquoi j'ai dit. Ah, je me suis trompé, excuse-moi. Je me suis trompé de bord dans mes papiers. Donc, la NFC Nord. On va y aller avec les Bears. Allez, les Bears, écoute, quand j'ai vu pour la première fois jouer Caleb Williams, qui est un carrière générationnel, en pré-saison, là, je t'ai rendu fou. Je t'avais texté, Marco, je sais pas si tu t'en souviens, en disant, comme je mets les Bears au Super Bowl, un jour, ça va arriver qu'un carrière recru gagne le gros titre. Là, je me suis calmé un peu. Mais je les mets en série pareil. Pourquoi? Parce qu'on a été chercher l'excellent de ballon DeAndre Swift, là, qui était l'année dernière là, avec les Eagles et avant ça avec les Lions. On a été chercher aussi l'excellent receveur de passe vétéran Keenan Allen qui va s'ajouter à un groupe qui compte déjà DJ Moore. Puis on a repêché aussi en première ronde, on avait 2 choix de première ronde. On avait drafté Caleb Williams évidemment au premier rang, mais on a été chercher aussi Romeo Odunzi, un excellent receveur de passe dans le top 10 aussi. Donc, on a vraiment là, des armes là, pour Caleb Williams. On a été chercher aussi l'ailier rapproché, là, Gerald Everett, un vétéran aussi. Donc, on s'est vraiment amélioré. Là, puis on compte aussi comme au duo d'ailier rapproché, là, Cole Kmet, qui est très, très bon également. Fait on a vraiment là, une équipe complète offensive là, chez les Bears. On a fini en beauté l'année dernière. Puis je pense qu'on va vraiment là, voguer sur cet excellent camp d'entraînement qu'on a connu. Pour moi, là, les Bears, là, je les vois où dans cette division-là? Les Lions de Détroit. Et Lyon, on a signé nos gars. On leur a donné les sous qu'il fallait. Stabilité dans ce cas-là. Donc, les Lions, là, je les vois encore là, au top depuis 2 ans et demi déjà. Là, ça va vite. Les Packers de Green Bay de Justin Love. Les Packers de Green Bay là, qui m'ont extrêmement surpris l'année passée là, parce que je m'attendais vraiment pas à une aussi bonne saison que ça.
même taillé un poste en éliminatoire là, avec une fiche de 9 victoires, 8 défaites. On terminé l'année là, avec 3 victoires de suite, justement, là, pour se tailler un poste en série. J'aime l'acquisition de Josh Jacobs là, au poste de porteur de ballon. Lui, il fait couler de l'encre parce qu'il ne voulait pas joindre aux Chiefs de Kansas City parce que c'était une histoire là, de rivalité, etc. Il a signé un contrat de 4 ans, pareil, avec les Packers de Green Bay. On a aussi amélioré notre défensive là, en ayant cherché le maraudeur là, Xavier McKinney. On a été aussi chercher là, le cornerback, là, le demi de coin, Keyshawn Nixon. Donc, vraiment, là, on a amélioré là, autant notre défensive notre jeu au sol chez les Packers. Ça va être vraiment là, une chaude lutte à trois équipes, selon moi, entre les Lions, les Bears, les Packers. Ensuite de ça, les Vikings, si on en a parlé d'entrée de jeu, J.J. McCarthy, qui a été drafté en première ronde là-bas, s'est blessé pour toute la saison, malheureusement. On va se tourner vers Sam Darnold. On avait fait des bonnes acquisitions avant ça, avant cette blessure-là. On a été chercher là, le porteur de ballon, là, Aaron Jones, là, vraiment très, très bon porteur de ballon. Mais là, on va être avec Sam Darnold, qui, c'est un bon backup, Sam Darnold, mais encore une fois, là, comme premier carrière, ça fonctionne pas. Donc, mon classement ici. Les Lions au premier rang. Il faut quand même que je respecte les Lions pour ce qu'ils ont fait depuis un an et demi. Ensuite de ça, je m'en vais avec les Bears directement et les Packers pour finir avec les Vikings. De mon côté, les Lions vont être premiers. Les Packers de Green Bay vont être deuxièmes. Je pense qu'avec leur dernière moitié de saison et leur entrée en éliminatoire, ils en ont impressionné plusieurs et je crois qu'on va reprendre là où on l'avait laissé. Caleb Williams et les Bears au troisième rang et les Vikings au dernier rang. On a un commentaire question et un commentaire là, sur le Messenger. On va y revenir. Oui, vas-y. Est-ce que tu mets les Bears comme wildcard dans les playoffs? Oui, ouais? J'ai écrit les Bears comme wildcard sur ma feuille. C'est ça que j'allais dire. Je suis pas très très habitué là, avec mes prédictions wildcard, mais ça va être une que je suis assuré de faire. Les Bears wildcard, oui. Au niveau des commentaires, rapidement, on a Lynn Carrier, fidèle auditrice, qui écrit oui. J'étais en Floride pour le Super Bowl 2024. Si Kansas City sera en finale cette année, est-ce que je devrais mettre quelques dollars sur Kansas City de Ricky Babio? Ouais, ben les Chiefs s'en vont pour un troisième titre de suite, ce qui a été jamais vu dans l'histoire de la NFL. Moi, j'ai mes favoris au Super Bowl. Il faut quand même respecter Patrick Mahomes. Il faut quand même respecter là, le fait qu'ils ont deux championnats de suite. C'est une dynastie dans la NFL. On n'a pas le choix de les respecter et de les mettre favoris. Notre fidèle auditeur Louis-Philippe Jeté qui dit Good job les boys, content de voir le retour de Petey à l'échec avant. On est content d'être là les gars, puis ça va être toute une saison NFL au podcast l'échec avant. Si on y va maintenant avec la NFC Sud, j'ai bien hâte de voir tes prédictions sur celle-là. Allons-y avec les Falcons d'Atlanta. Les Falcons, je t'aurais dit, grande signature, là. Kirk Cousins qui signe là-bas, 4 ans, 180 millions. C'est un coup d'éclat, littéralement, pour les Falcons d'Atlanta, qui ont quand même là, une meilleure équipe que leur fiche. L'année passée, ils ont affiché un dossier de 7 victoires, 10 défaites, en finissant l'année avec 2 défaites de suite. On était pris avec Desmond Ridder et toutes sortes d'autres corps arrière là, chez les Falcons qui n'ont simplement pas fonctionné. Mais là, on s'en va avec Kirk Cousins. Mais qu'est-ce qu'on fait? Au repêchage, dans le top 10, au lieu d'aider là, Kirk Cousins au 8e rang, on s'en va chercher Michael Penix Jr., un carrière de l'Université de Washington, qui a été là, en finale du championnat national, là, qui avait perdu le championnat national l'année dernière. On va chercher Michael Penix Jr., Kirk Cousins est en beau fusil après la première ronde du repêchage. On a été faire là, la même chose qu'on a fait dans le temps là, de Aaron Rodgers avec Jordan Love, là, 5 ans, chez les Packers de Green Bay, quand que moi je réclamais là, sur toutes les ondes que je faisais à la radio le congédiement du DG des Packers à ce moment-là. Ça leur a souri 5 ans après, mais Aaron Rodgers a dû carrément sacrer son camp en bon français. Puis là, Kirk Cousins arrive, les poches pleines, mais 4 ans de contrat avec un jeune
qui va être pris en arrière de lui, au lieu d'avoir été chercher là, justement un Romeo Donzi, un receveur de passe là, qui a été repêché directement après avec les Bears de Chicago. Pour moi, c'est un non-sens qu'est-ce qu'on a fait chez les Falcons d'Atlanta. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il va y avoir énormément de problèmes. Oui, on a signé quand même l'excellent receveur de passe Darnell Mooney. On a été chercher de la profondeur avec Ray McLeod. Mais honnêtement, je pense que, écoute, les Falcons se sont clairement améliorés. Clairement, c'est une équipe améliorée. Mais je pense que la BSB pourrait partir et ça serait pas trop long. Les Panthers de la Caroline. Écoute, les Panthers, ça va être la deuxième année de Bryce Young. Je veux pas être sévère avec lui parce que ça a été extrêmement difficile chez les Panthers l'année dernière, mais il y avait juste pas de club. Donc, comment il voulait qu'il fasse quelque chose? On a été chercher quand même un vétéran porteur de ballon à Rashad Penny. On a aussi effectué une transaction là, avec les Steelers de Pittsburgh en allant chercher Deontay Johnson comme receveur de passe. Deontay Johnson que j'ai toujours trouvé surévalué. Fait c'est pas, il échappe beaucoup de ballons quand même. Je sais pas là, l'idée qu'on a chez les Panthers. Je pense que ça va être une autre saison. Je m'attends pas à rien là, des Panthers encore cette année, malheureusement. J'ai hâte de t'entendre sur les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il y a quand même deux grosses signatures défensives. Là, on a été chercher là, le chasseur de corps Chase Young, qui a été quand même blessé plus souvent qu'à son tour depuis son entrée dans la NFL, mais il est quand même toujours une menace, Chase Young. On a été chercher aussi le maraudeur, là, Tyrann Mathieu. On a ajouté là, de la profondeur au poste de receveur de passe avec le frère de Amon-Ra St. Brown. On a été chercher Equanimous St. Brown chez les Saints. Moi, je pense qu'avec Derek Carr, encore une fois, là, au poste de carrière, c'est une solide équipe encore chez les Saints pour moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on va avoir une très bonne saison du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Et j'ai envie et j'ai hâte de t'entendre parler de Baker Mayfield et des Buccaneers de Tampa Bay. Ouais, Baker Mayfield qui s'est mérité un très très gros contrat avec raison. Je pense que c'est fort mérité, oui. On a retrouvé là, le Baker Mayfield du début de sa carrière là, alors qu'il évoluait avec les Browns de Cleveland. Ça a été vraiment le fun de voir Baker Mayfield connaître du succès, entrer en séries éliminatoires, gagner cette division-là. On a ajouté là, deux maraudeurs là, en Jordan Whitehead et Antoine Whitfield Jr. On a ajouté justement de la défensive chez les Buccaneers. Écoute, je suis vraiment tiraillé ici dans cette division-là. Euh, écoute, moi j'avais mis les Saints premiers, les Bucks deuxième. Je pense qu'on fait la chaise musicale de ce côté-là. Je pense pas que on n'a pas fait d'ajout offensif vraiment chez les Bucks. Fait que je les vois pas nécessairement avoir plus d'aplomb. Baker Mayfield doit me sortir une deuxième bonne saison consécutive, ce qu'il n'a pas fait à date dans la NFL. J'y vais avec les Falcons troisième, mais honnêtement, ça peut aller de tout bord, de tout côté. La seule chose que je vois vraiment, là, c'est les Panthers derniers. Tampa Bay premier, les Saints deuxième, les Falcons troisième et les pauvres Panthers de la Caroline, bon, quatrième. Allons-y maintenant avec la NFCS, une division qui va être aussi intéressante. Exact. Oui, oui, oui. Les Ça va avec les Cowboys de Cowboys. Dallas. Je retrouve ma feuille. Il me semble qu'à Je chaque retrouve ma saison, on feuille. parle des Cowboys, puis on se dit c'est l'année des Cowboys, c'est l'année des Cowboys, puis au final, ça choke. À quoi tu t'attends Ça des sera Cowboys pas. cette saison? Ah, je m'attends à une grande saison des Cowboys, comme à chaque année. Des résultats en saison régulière. L'année passée, on a eu 12 victoires, 5 défaites, mais je m'attends à rien d'autre. Attends justement de gagner en saison. C'est le retour du porteur de ballon Ezekiel Elliott. Là. On a perdu Tony Pollard. Elliott revient. OK, notre porteur de ballon chez les Cowboys. Donc, moi, je pense qu'on va être un peu plus faible de ce côté-là. J'aimais mieux le dynamisme et la jeunesse de Pollard plutôt qu'un peu le gabarit là, imposant, la vieillesse en Elliott, si je peux me permettre. Mais grosse, ben, pas nécessairement acquisition, mais un qui avait fait la grève, là, CD Lamb, le receveur de passe étoile là, des Cowboys, a décidé là, de signer son contrat. Finalement, va jouer. Donc, je m'attends là, à ce que les Cowboys là, connaissent une solide saison cette année. Il voulait probablement pas jouer en pré-saison pour pas se blesser, puis là, il s'est dit la pré-saison est finie. Il C'est avait pour vraiment jouer. fait la grève parce qu'il n'avait pas signé sa prolongation de contrat encore. Fait que, Ouais. en fait. Les Giants de New York, où
vois-tu, ben en fait, je peux pas dire vois-tu parce que ça va être tantôt dans nos prédictions de classement, mais où on s'en va du côté des Giants? Écoute, on s'en va qu'on a été chercher quand même de la profondeur au poste de carrière, ce qu'on n'avait pas l'année passée parce qu'on s'était fait blesser là, Daniel Jones, contre-performance, etc. On a été chercher quand même Drew Lock comme backup. Je pense que c'est quand même bien comme backup. On a été chercher l'excellent porteur de ballon Devin Singletary. Ça, j'adore. Oui, on a perdu Saquon Barkley, mais j'adore la signature quand même de Devin Singletary. On va chercher aussi un ancien Bills là, encore là, en Isaiah McKenzie. Je pense que ça, c'est une lourde perte pour les Bills d'avoir perdu McKenzie. On a été chercher aussi là, le receveur de passe Allen Robinson. On a repêché un jeune receveur de passe, Malik Neighbors, au sixième rang chez les Giants. Donc, on a vraiment ajouté des armes là, à Daniel Jones, qu'on n'a pas fait dans le passé. On a été chercher l'excellent chasseur de corps là, des Panthers en Brian Burns. Euh, Honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Malheureusement, derrière les Cowboys des Eagles, ça va être vraiment difficile chez les Giants, mais j'aime quand même leurs ajouts. Là. On a bien travaillé dans leur season quand même. Après avoir connu un excellent début de saison, cette équipe-là a dérapé sur toute la ligne en deuxième moitié de saison. Et je te parle des Eagles de Philadelphie. Ouais. À quoi tu t'attends Ben, des Eagles? moi, je pense qu'ils vont se raplomber. On a été chercher Saquon Barkley pour cette raison. Aussi, DeAndre Swift, on se rappelle, la première moitié de saison absolument incroyable. Après ça, on a senti qu'il manquait de gaz en deuxième moitié d'année. Ça l'a paru là, dans les performances là, offensives des Eagles. On a été chercher aussi un corps arrière là, backup en Kenny Pickett, là, qui était avec les Steelers de Pittsburgh. Donc vraiment, là, Jalen Hurts ne sera plus tout seul. Au cas où il arrive quelque chose, on a été chercher un bon backup en Kenny Pickett. On a été chercher justement un porteur de ballon tout étoile en Saquon Barkley. Si Saquon Barkley reste en santé, évidemment. Donc, je vois les Eagles là, renaître de leur cendre de ce côté-là. J'ai bien hâte de t'entendre sur les Commanders de Washington. Les Commanders, c'est le deuxième show au total qui va commencer l'année en Jaden Daniels. Ça va être vraiment intéressant de voir ça. On va le suivre toute l'année. Même chose pour Caleb Williams. On a été chercher un bon backup sur un excellent vétéran en Marcus Mariota. Aussi, on a donné des armes à Jaden Daniels pour connaître du succès. On a été chercher Austin Eckler, le porteur de ballon. Aussi, on s'est amélioré là, en défensive. Bobby Wagner, Frankie Louvu qui arrivent. Donc, vraiment, là, de belles acquisitions les Commanders. Euh, Est-ce que ça va être assez? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de voir ça. Clairement, je les mets pas en série, c'est sûr. Moi, je pense que je mets les Cowboys premiers, les Eagles deuxième. Ça va être vraiment chaud entre les deux. Giants et Commanders. Je suis allé Chose que l'année avec passée. Dallas, Eagles, Washington et les Giants. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas aux Giants. J'y crois pas. Ouais. J'ai beau Ouais. vouloir essayer d'y croire, mais on dirait que la jeunesse du carrière de Washington me donne une petite lueur qui feront pas les éliminatoires, là. Mais je pense que de terminer troisième, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Ben, écoute, ça peut aller dans tous les sens. Ce qu'on sait, c'est les deux premières positions, selon moi, de cette division-là. Oh, Les ça deux dernières, ça c'est peut aller sans d'un aucun côté ou de doute, l'autre. là. On y va maintenant avec la Ouais. dernière division, la NFC West. Et là, dans cette division-là, je pense que ça va être du très bon football. On va y aller avec les Cards de l'Arizona de Kyler Murray, qui, on vous le rappelle, la saison passée avait été blessé, était revenu en fin de saison. Ça n'avait pas été concluant pour Kyler Murray. Et là, la saison va starter. À quoi tu t'attends des Cardinals de Kyler Murray? Ben, je m'attends à ce qu'on fasse beaucoup de passes à Marvin Harrison Jr., receveur de passes de Ohio State, qu'on a repêché là, au quatrième rang au total lors du dernier repêchage. Enfin, une arme pour Kyler Murray. Par contre, j'ai des doutes sur le leadership de Kyler Murray. Mais quand même, dans cette division-là, je pense qu'on peut faire des belles choses chez les Cards. On a été chercher Zay Jones, receveur de passe. On s'est amélioré en défensive là, avec Justin Jones, Sean Murphy-Bunting. Donc, quelques bons ajouts ici et là pour les Cardinals. Du côté des Rams. Les Rams, écoute, on est cherché Jimmy Garoppolo que je vois comme deuxième carrière là-bas à Matthew Stafford.
Euh, Colby Parkinson, pas se mélanger avec la maladie, mais le lien rapproché, Parkinson qui a signé un très beau contrat. Puis on a été chercher quand même là, le demi de coin, là, Tre'Davious White, là, qui faisait partie là, de la défensive tout en or là, quelques années là, avec les Bills de Buffalo, qui se joint aux Rams. Ça va être vraiment intéressant quand même les Rams cette année. Ça, c'est vraiment une division, là, outre les 49ers, là, que qu'on risque de parler maintenant, les 49ers, qu'on a réussi à re-signer des beaux Samuel, on a réussi à re-signer absolument tout le monde chez les 49ers. On est au sommet de cette division-là, ça, c'est absolument certain. Chez les Seahawks, là, ben, on a été chercher un deuxième carrière en Sam Howell, qui était avec les Commanders de Washington. Euh, Chez les Seahawks, on va y aller encore avec Geno Smith comme carrière partant. Euh, 49ers, premier pour moi. Euh, Souvent, je mets les Seahawks là, tout le temps dans le bas du peloton, mais réussissent à remonter quand même. Mais on dirait qu'à un moment donné, ça va prendre fin. Je sais pas. 49ers premier, ça c'est sûr. J'aime les Cardinals, la jeunesse, etc. Mais je vais y aller avec les Rams. Les Rams deuxième. Les Seahawks, encore une fois, les Cards en arrière. Là. Mais ça peut être, tu sais, ces trois équipes-là peuvent vraiment là, aller dans n'importe quel sens. J'ai mis les 49ers de Brock, la légende Purdy premier. Les Rams de Matthew Yes. Stafford. Les Seahawks de Geno Smith, Wild Card. Et l'Arizona quatrième. OK, ben toi, tu mets pas les Packers en série de bon? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, je sais pas, tu m'as dit tantôt que les Bears étaient wildcard. J'imagine que soit les Eagles ou les Cowboys vont être wildcard, là. Ça fait trois wildcards, ça. Non, j'ai dit 2 wildcards, man. Qu'est-ce que j'ai dit? Ben là, T'avais dit les Bears tantôt. Ouais, les Bears wildcards. Il y a combien de wildcards? Peut-être c'est moi qui se Il mélange y en a avec le trois. principe. Il y en a trois. Il y en a trois. Moi, j'ai dit les Seahawks, les Bears. Il m'en manquait une, quoi. Mets-tu les Packers en série ou non? Puis Je- là, faut que tu choisisses entre. Là, t'as mis Cowboys premier de leur division. Faut que tu choisisses entre Eagles ou Packers dans les playoffs ou Bears ou Seahawks. Entre, Moi, les Seahawks entre en série, Eagles, intéressant. entre Eagles, Packers, puis les Seahawks, t'as dit? Ah, c'est ok, Ouais. parce que c'est un. Dans le fond, il peut juste avoir un wildcard dans la NFC, c'est ça? Dans le national, il va y avoir trois wildcards. Puis tes wildcards, ça peut être plusieurs dans la même division. Là. Ben honnêtement, j'ai surtout Chicago puis Seattle dans mes wildcards. Pour le reste, Ah ouais, ok. Ok. toi t'avais qui? J'avais dans mes wildcards, j'ai Eagles, Bears, Packers. Mais les Packers, j'aime bien aussi. Mais c'est parce que j'ai mis les Packers deuxième. Si je mets les Packers deuxième, ça rentre dans un wildcard pareil? Oui, c'était les Bears troisième, tu disais qu'ils étaient dans les séries, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Euh, L'idée, c'est que vraiment, c'est des équipes, là, ça peut vraiment aller de tout bord, tout côté dans le national, honnêtement, là, pour les wildcards, là, quand je Ouais. regarde ça. Ben écoute, je peux mettre Packers, Chicago, Seattle, wildcard. Je pense que quand je regarde l'américaine, elle est un peu plus évidente, probablement, là, que la nationale, selon moi. Non, c'est 100%. là. 100%. Avant de parler aux prédictions, parce qu'on voit qu'on déborde un petit peu, là. Avant de parler des prédictions, je veux te dire le bet que j'ai fait aujourd'hui. Puis si nos auditeurs nous écoutent, ça peut être un bet qui est quand même pas si mal. Euh, j'ai choisi 5 gagnants de division, 100 $. Ça rapporterait 2800 $ si ça rentre. J'ai choisi. Dans l'Est, Dolphins. Et ça, c'est le premier. Dans l'Ouest, de l'américaine, évidemment, j'ai choisi les Chiefs. Au nord de l'américaine, j'ai choisi les Ravens. Au sud de l'américaine, j'ai choisi les Texans. Ça fait 4 équipes. La nationale, vu que j'étais comme un peu moins sûr, j'ai mis les 49ers gagnants de l'Ouest.
rapporterait ces 5 gagnants-là. S'ils clinchent la division, ça rapporte 2800. Je pense que je vais aller voir mes prédictions. Je pense qu'honnêtement, il y a des chances que ça rentre pour de vrai. C'est très possible. C'est quasiment des valeurs sûres. Ces équipes-là, c'est quasiment des Exact. valeurs sûres. Là. Les 49ers vont être puissants encore une fois. Les Chiefs de Kansas City, c'est plus un débat. Là. Je veux dire, on y va pour un 3 en 3. Exact. Les Dolphins de Miami, quand tu regardes leur division, on le sait tout de suite, les Bills seront pas dans le coup. Les Jets vont peut-être cogner à la porte derrière les Dolphins, mais finiront pas premiers. Les Dolphins, c'est l'équipe qui est mal cotée dans ma. C'est pour ça que ça a monté euh, le bet aussi gros, parce que si tu enlèves les Dolphins, c'est 3 fois moins de profit. Ah, mais c'est parce qu'on dirait qu'à chaque année, les Dolphins sont comme l'équipe qu'on dit qu'ils vont pas. On dirait que les gens sont jamais sûrs avec les Dolphins, mais ils finissent toujours par avoir une bonne saison, puis ils rentrent en éliminatoire, puis ils sont pas capables de finir le travail. Fait que... Tout le temps là. On y va Et ils font maintenant. penser beaucoup. Ils me font penser aux Cowboys, beaucoup. Oui, oui. C'est grosse saison, puis tu te plantes en éliminatoire. Fait que... Ça va être la mission de ces deux équipes-là si on se rend en éliminatoire cette année. Ça va être de se rendre jusqu'au Exact. bout. On y va Exact. maintenant, on l'a dit, début de la NFL, semaine numéro 1, ça débute jeudi prochain, le 5 septembre, dans un gros duel entre les Chiefs de Kansas City et les Ravens de Baltimore. Ça part On fort s'est pas une trompé. saison, ça là. On s'est pas trompé. J'ai hâte à jeudi soir. Honnêtement, là, la NFL, l'année passée non plus, on s'est pas trompé. Là, on avait fait un match Chiefs-Lyon-Détroit. Finalement, les Lions avaient surpris les Chiefs. L'année passée, on se rappelle bien. Cette année, là, c'est le MVP de la saison régulière, Lamar Jackson, qui s'en va à Arrowhead Stadium affronter le MVP des dernières séries éliminatoires, Patrick Mahomes. Ravens, Chiefs pour partir l'année. C'est absolument incroyable. L'année passée, les Chiefs se sont fait avoir par les Lions. Je pense que les Chiefs, à la maison, les célébrations, etc. Écoute, c'est vrai, ça, pour vrai, c'est dur à dire. Mais c'est le match de l'année direct en partant. Les Chiefs, pour moi, vont gagner ça. Entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, mon choix, les Chiefs. On y va maintenant avec vendredi, le 6 septembre, un Friday Night Football entre les Packers de Green Bay et les Eagles de Philadelphie. Et de mon côté, je m'arrange du côté de Justin Love et les Packers. Commence par dire son nom comme faux, c'est Jordan Love. Encore. Mais je m'en vais avec les Eagles de Philadelphie pour moi. On va rétablir la situation dès le début de la saison à domicile à Philadelphie. Les Eagles pour moi sont gagnants de ce match-là. Et là, les autres matchs vont se jouer pour la plupart là, dimanche le 8 septembre. On commence avec Steelers, Falcons. De ton côté. Attends une minute, là. Steelers, Falcons. Oui. Euh, la même feuille. Attends une minute. Falcons. C'est où les Falcons? Excuse-moi. Excuse-moi. Correct. Je suis pas. Oui, Steelers, Falcons, je les ai ici. Écoute, je l'ai dit d'entrée de jeu, j'aime pas le fait que ce soit Russell Wilson qui commence la saison. Pour moi, Kirk Cousins là, va remporter ce match-là à son ouverture de saison à Atlanta. Les Falcons vont sortir gagnants de ça. Ouais, moi aussi, là, j'avais mis les Steelers au début, mais j'ai changé rapidement pour Atlanta. Cardinals, Bills. À Buffalo. Premier match de la saison à Buffalo. La Bills Mafia qui risque de pas avoir de patience, je pense, cette saison. Il risque d'avoir Et en bien des plus, feux dans le parking. historiquement, on n'a vraiment pas de succès contre les Cardinals, mais j'y vais là, j'y vais le feu contre le feu. Je vais prendre les Bills, mais juste pour le cœur, ma casquette est juste à côté, ici on le voit à l'écran. Honnêtement, il n'y a aucune bonne raison. Mais je vais quand même faire confiance à Sean McDermott, peut-être, au coach, sur ses décisions. Je vais y aller avec les Bills pour commencer ça, mais Je suis avec les Bills, moi aussi, mais c'est ça. Je partage la même opinion que toi. On va voir si j'ai McDermott peur, peut j'ai peur faire. que Peut... la saison commence et j'ai déjà peur.
Ouais, non, c'est ça. Là, on le sait que cette saison-là va être difficile. Les Bears de Chicago de Caleb Williams vont Oui. recevoir les Titans du Tennessee. Pour ma part, ça va être une victoire, une première en saison régulière dans l'histoire de la carrière de Caleb Williams. Les Bears vont l'emporter. Encore une fois, comme dirait mon ami KK, oui, monsieur, les Bears vont l'emporter. Caleb Williams, première victoire en son premier match. Je manque pas ce match-là. Oui, les Bills jouent en même temps, mais c'est certain que je regarde les Bears de Chicago dimanche. Vraiment, là, les Bears là, vont m'exciter toute la saison. J'ai vraiment hâte de les voir jouer. Les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre vont visiter Joe Burrow et les Bengals de Cincinnati. Et là, on l'a dit tantôt, si Joe Burrow est en santé, les Bengals pourraient faire du dommage. Et je crois de mon côté que les Bengals vont remporter ce match. Oui, puis à la maison en plus, je pense que tu sais, les deux ont hâte de jouer ensemble, là, Burrow et Jamar Chase. Là, ils jouaient avec les Tigers de LSU là, au niveau universitaire, on connu tellement de succès, début de carrière incroyable pour les deux. Je pense qu'ils ont vraiment hâte de retrouver la chimie ensemble. Puis je pense que ça va opérer direct en partant contre les Pats et Jacoby Brissett. Un duel entre deux jeunes corps arrière, un qui a amené son équipe en éliminatoire la saison dernière et l'autre s'est malheureusement blessé. Un duel en direct du Lucas Oil Stadium, en direct d'Indianapolis, où les Colts vont affronter CJ Stroud et les Texans de Houston. Ça va être un très bon match entre les deux équipes, mais de mon côté, CJ Stroud et les Texans. Ouais, le CJ Stroud. CJ Stroud aussi, on a tellement des ans, mais ça va être un solide affrontement, ça, à 13h. Ça fait partie des matchs de la fin de semaine à pas manquer, mais ça joue tout en même temps, c'est malheureux. Mais Texans Colts, pour moi, c'est vraiment un solide match. Les Texans vont l'emporter sur la route. Ouais, les Jaguars de Trevor Lawrence vont visiter Tua Tagovailoa au Hard Rock Stadium de Miami. Et ça, je pense que ça va être un bon match, mais j'ai mis les Dolphins favoris. Ben, écoute, moi j'ai mis les Dolphins pour gagner la division, fait qu'ils n'ont pas le choix de gagner ça pour moi. Fait que les Dolphins pour moi aussi, écoute, à maison, à Miami, ben c'est écoute, la Floride, littéralement, là, Jacksonville contre Miami, ça va être vraiment un solide affrontement. Je mets les Dolphins gagnants. En direct du Caesars Superdome, les Saints de Derek Carr vont recevoir Bryce Young et les Panthers de la Caroline. Et là, pour ma part, sans surprise, je crois que les Saints de la Nouvelle-Orléans vont être les gagnants. Ouais, sans pitié, les Saints vont gagner ça. Je voulais pas le dire de même, mais je savais que tu allais le dire. Les Vikings du Minnesota vont visiter en direct du MetLife Stadium les Giants de New York. Et là, pour être honnête, moi de mon côté, je suis allé avec les Vikings. Même avec Sam Darnold? Même avec Sam Darnold, j'ai vraiment pas confiance aux Giants. Pour vrai, j'ai zéro Ouais, confiance aux ouais, Giants. mais moi j'ai peut-être pas confiance en Daniel Jones, mais j'ai confiance en Devin Singletary au sol. Par contre, je pense qu'on va contrôler le cadran de jeu chez les Giants. On va gagner ça de manière serrée à bas pointage, mais on va gagner. Un bon duel entre les Raiders et les Chargers. À quoi tu t'attends de ce duel? Harbaugh. Jim Harbaugh, pour moi, va aller chercher sa première victoire comme entraîneur avec les Chargers. Justin Herbert va être relancé. Faut absolument améliorer là, la ligne à l'attaque de cette équipe-là. Faut arriver avec un nouveau cahier de jeu. Faut arrêter de prendre des décisions stupides. On se rappelle, là, l'ancien entraîneur-chef là, prenait pas les 3 points. Là. Il allait constamment quatrième essai sans arrêt, refusait de prendre les 3 points. Tellement controversé dans ses choix de jeu, a perdu une multitude de matchs pour son équipe. Pour moi, là, on va être bien coaché pour une fois chez les Chargers. On va replacer la barque là, dans la bonne direction. On va gagner ce match-là. Les Seahawks de Seattle vont recevoir les Broncos de Denver. Et de mon côté, les Seahawks seront les gagnants. Ouais, moi aussi, je fais confiance quand même. Tu sais, les Seahawks, bonne petite équipe depuis quelques années, depuis que Wilson est parti, bonne petite équipe qui gagne ses matchs, peuvent aspirer. Petite participation en série de temps en temps, se faire éliminer directement, sont assez forts pour gagner ça. Les Browns de Cleveland vont recevoir les Cowboys de Dallas de Dak Prescott. Et là, j'ai envie de dire que ça va être un bon match, mais que les Cowboys vont quand même être favoris.
Ouais, pas facile à guesser ce match-là. Puis pour moi, ce match-là est à 4h25. Pour moi, c'est le match de fin d'après-midi à regarder. Cowboys-Browns, ça va être vraiment un solide affrontement. J'ai mis les Cowboys gagnants, mais j'ai peur aux Browns parce qu'on joue vraiment bien chez les Browns. Les Buccaneers de Baker Mayfield vont recevoir les Commanders de Washington. T'en as parlé, Baker Mayfield, nouveau contrat, doit reprendre là où il l'avait laissé et les Buccaneers vont l'emporter. Ouais, ça va être le premier départ de Jaden Daniels comme carrière partant là, avec les Commanders. Je pense qu'on va manquer un petit peu d'expérience de ce côté-là. Les Bucks, selon moi, sont favoris aussi. Le duel du dimanche soir, mesdames, messieurs, opposera Matthew Stafford des Rams contre Jared Goff et les Lions en direct de Détroit au Ford Field. Et là, ça va être tout un duel. On le sait, on l'a vu la saison dernière, un duel Rams-Lions. Deux corps arrière qui ont inversé l'équipe. On veut toujours se battre pour la victoire et jamais les Lions favoris. Ah ouais, tes Lions favorisent toute la ligne, on gagne ça, c'est sûr. On gagne ça, c'est sûr, sûr. Le duel Et du lundi soir du... Ouais, tu voulais-tu ajouter quelque chose? on allait justement s'en aller un autre duel qui est absolument sûr et certain d'être une victoire, c'est le duel du lundi soir. Oui, le duel du lundi soir en direct du Levi Stadium. Le stade des 49ers de San Francisco de Brock, la légende Purdy qui recevra Aaron Rodgers et les Jets de New York. Et je crois que sans surprise, ça va peut-être être un bon match si rapidement là, Aaron Rodgers retrouve ses repères. Mais je crois tout de même là, que Brock Purdy et les 49ers remporteront ce match. Pour moi, c'est l'équipe favorite dans la nationale, encore une fois, les 49ers. Là, je serais pas surpris que ça soit la même Super Bowl que l'année passée. Moi, les 49ers sont supérieurs à tout point de vue là, que les Jets. Par contre, les Jets, bonne défensive aussi. Mais c'est vraiment difficile de devoir arrêter l'attaque des 49ers. Pour moi, San Francisco va sortir gagnant de ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mesdames, messieurs, ça a été tout un show qui est supposé être 45 minutes. On a dépassé la Débordé à donne, une heure. mais c'était le premier show NFL où on devait faire un survol complet des équipes dans la NFL. Donc aujourd'hui, là, on est revenu sur la pré-saison, sur les jeunes corps arrière, sur des blessures importantes, des signatures. On est également revenu sur chacune des divisions avec notamment nos prédictions sur les classements. Vous pourrez là, réécouter en rafale là, ce podcast si vous voulez entendre nos prédictions. Et on a terminé notamment là, avec notre prédiction sur la semaine numéro 1 qui débutera jeudi soir prochain dans un duel qui sera très excitant entre les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City en direct de KC, où je pense là, qu'il va y avoir une ambiance festive à Kansas City. Pierre-David, ça a été un plaisir encore une fois pour ce premier épisode de plusieurs, parce que la saison ne fait que commencer. On se dit à la semaine prochaine, Pierre-David. Yes, sir. Et là, mesdames, messieurs, on accueille maintenant pour le segment LCF, premier et les buts. La voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Cédric, comment vas-tu? Ça va bien toi, Marco? Ça va bien. Ça a été tout un premier segment NFL, un segment qui ne devait que prendre 45 minutes. C'est correct. On le savait que ça allait être long. On le savait qu'il allait avoir du stock. On va élargir un peu la donne si je me fais chicaner par notre spécialiste marketing et Cassandra Adams-Morin. C'est correct. Je ferai plaidoyer. Mon Dieu. Je suis fatigué. Ça a été tout un segment. OK, on passe ça maintenant avec la LCF premier début. Et là, la semaine prochaine, mesdames, messieurs, il n'y aura pas de segment LCF. Donc, ce soir, on va revenir sur la semaine 12, qui était la dernière semaine dans la NFL. Et on va terminer avec nos prédictions. En fait, c'est la semaine 13, pardon. Et on va terminer avec la semaine 14 et la semaine 15 dans la
LCF, je veux juste m'assurer de quelque chose. Là. Est-ce que je me suis trompé? Bon, je vais revérifier ça plus tard, c'est pas bien grave, mais je pense que j'ai mis prédiction. Ah, c'est ça. Je me suis trompé dans ma publication. On va modifier les détails plus tard, c'est pas plus grave que ça. Donc, Cédric, on part ça avec la semaine 13. On a du pain sur la planche, donc on va accélérer les choses. Un match qui m'a mis un peu là, surpris. C'est le match entre les Lions de la Colombie-Britannique et le Rouge et Noir d'Ottawa. Quelle performance des Lions! Quel début de match de Nathan Rourke. Le Rouge et Noir n'a jamais été dans le coup. Là. Non, pas du tout. On appelle ça en anglais un steamroll. Ils sont passés par-dessus, puis ils n'ont jamais regardé en arrière. 31 points en première demi contre 6. Là, c'était 31-6 à la demi. On a laissé, en deuxième demi, on a laissé le Rouge et Noir jouer, mais depuis le début du match, les Lions avaient ce match-là dans la poche. Là. Nathan Rourke qui avait eu 2 premiers matchs un peu en dents de scie. On était un peu déçus de ses performances. Moi, je savais que ça prenait peut-être un peu d'adaptation. Arrivait des camps de la NFL, c'est pas la même game, c'est pas la même chose. Ça a été une bonne performance. 21 en 30, 325 verges, 3 passes de toucher, 1 interception. Ça a été un fort match pour lui. William Stenbach, 6 en 6 à la réception. 20 courses, 93 verges, 1 touché au sol. Ça a été une belle performance. Également, Nathan Rourke, c'est 1 touché au sol, 3 courses, 29 verges. Donc, du côté des Lions, ça a été très bien. Drew Brown a des bonnes statistiques, mais ça a été plus difficile, a été plus tranquille. 21 en 33, 206 verges, 1 passe de toucher, c'est tout. Ça n'a pas été le match de Drew Brown. Ça n'a pas été le match du Rouge et Noir. Je pense que c'est une victoire qui va faire du bien aux Lions pour la suite des choses. Là, après quelques défaites consécutives, ça va donner là, quelque chose de bon pour la suite. Un duel qui a été très, très, très intéressant entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Rough Riders de la Saskatchewan. Quel match on a eu le droit entre les deux équipes. Ouais, ça a été serré là, jusqu'à la fin. Ça se termine par 2 points au final. Et Winnipeg là, qui sont capables d'aller le chercher comme on avait prédit. On en a pas parlé sur le dernier match. C'est un petit peu un spoiler, mais on avait les mêmes prédictions pour les 4 matchs, moi et toi, et on a eu juste une bonne réponse. Et c'était ce match-là là, qu'on avait pris Winnipeg toutes les deux. C'était plus serré que je m'attendais, honnêtement. Je pensais que Winnipeg allait. Ben, c'est rare, surtout des matchs là, qui se finissent en dessous de 3 points de différence. Donc c'était peut-être un petit peu plus serré qu'on pouvait s'attendre, mais un très bon match là, des deux côtés. Ouais, très très d'accord avec toi. Là. Je pense que ça a été une très belle performance de Trevor Harris. 3 passes de toucher pour le vétéran carrière des Rough Riders de la Saskatchewan. En fait, là, ça sera pas bien long, mais je sais pas pourquoi je le vois pas. Ah oui, c'est ça. Trevor Harris, donc, 30 en 49, 368 verges, 3 passes de toucher. Ça a été une belle performance. Du côté de Zach Collaros, ça a été plutôt tranquille. 12 en 18, 218 verges, 1 passe de toucher, 1 interception. Chris Streveler, 4 en 6, 46 verges. Donc, là, c'est un peu le résumé là, du côté de Winnipeg. Si on va dans un match qui en aura surpris plusieurs, c'est le match entre les Tiger Cats d'Hamilton et les Argos de Toronto, où Hamilton l'a remporté 31 à 28. Les Tiger Cats sont partis en force avec 21 points dans le premier quart. Ensuite, 6 points dans le deuxième et un mince 4 points au quatrième quart. Du côté des Argos, ça a été un peu là en dents de scie à chaque quart. Un quart de 3, un quart de 12, un quart de 7, un quart de 6. Ça s'est terminé par une différence de 3 points. Chad Kelly qui a eu une belle performance. Bo Levi Mitchell a été excellent. 20 en 30, 347 verges, 2 passes de toucher. Ça a été malheureusement trop peu, trop tard du côté des Argos. Puis on peut dire que les Tigers ont été chanceux. Là. Ouais, c'est encore une fois un match là, que la défensive fait pas exactement le travail pour Hamilton, mais Bolivar Mitchell est capable d'aller chercher toutes les verges qu'on a besoin, 2 passes de toucher. On va chercher les points nécessaires.
C'est peut-être un des moins difficiles niveau défensif. Là, on a vu pas mal plus de points marqués contre Hamilton, excuse-moi. Puis on était capable de contenir un petit peu plus l'attaque que d'habitude, ce qui donne un résultat d'une victoire par 3 points, mais c'est quand même un petit peu à l'arraché là, qu'on est allé chercher. Du côté du duel entre Edmonton et les Stampeders de Calgary, ça a été une belle performance de McLeod Bethel Thompson. Ça a été un match qui a pris du temps à s'envoler. Un mince 2 points après le premier quart. Finalement, après ça, là, ça a pris son envol. 11 points du côté d'Edmonton, 6 du côté de Calgary. Après ça, 7-7 et 15-7 en la faveur de Edmonton. McLeod Bethel Thompson, 25 en 36, 486 verges, 3 passes de toucher. Son vis-à-vis du côté de Calgary, Jack Mayer, qui n'a pas mal fait. Au niveau des passes tentées, mais ça a été catastrophique. Au niveau des interceptions, 4 interceptions pour Jack Mayer. Je pense que c'est là où ça fait mal pour les Stampeders. Absolument, mais ça fait plusieurs semaines, là, on dirait que les Stampeders commencent à être en chute libre. Un fort début de saison, on en a parlé beaucoup de Jake Mayer, on trouvait qu'il y avait un très bon début de saison, c'était une belle surprise. Puis là, ça fait plusieurs matchs qu'il y a des performances correctes, puis là, on voit cette semaine une performance honnêtement catastrophique. Le 4 interceptions dans un match, tu peux pas donner ça à l'autre équipe, c'est certain que tu t'en sors pas avec une victoire. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça donne pour les semaines qui suivent. Mais ça va pas bien du tout à Calgary là, depuis quelques semaines. Non, ça va vraiment pas bien là, du côté de Calgary. Et leur prochain match sera encore une fois contre Edmonton. Donc, ça pourrait être assurément encore une fois un match plus que difficile pour les Stampeders. On va faire le survol rapidement au niveau du classement. Dans l'Est, Montréal toujours premier à 10 et 1, 20 points. 5 points en avance du Rouge et Noir qui est deuxième dans l'Est avec une fiche de 7, 3 et 1. Différentiel de moins 10. Les Argos qui sont troisième à 6, 5, 0, 12 points. Différentiel de plus 20. Les Tigats, 3, 9, 0, 6 points. Moins 78 pour les Tiger Cats. Montréal, c'est plus 77 au niveau du différentiel. Le meilleur présentement dans la LCF. Du côté de l'Ouest, les Blue Bombers, qui avaient très très mal débuté de mémoire, là, 0 et 4, sont finalement premiers dans l'Ouest à égalité avec les Lions de la Colombie-Britannique. On se disait là en début de saison que ce n'était pas normal de voir les Blue Bombers à 0 et 4. Finalement, on est de retour avec une fiche de 500. 6 et 6, différentiel de plus 16. Je pense que là, on n'est pas surpris de voir les Blue Bombers là où ils sont. Là. Non, on en avait parlé, il me semble, la semaine dernière, là, qu'une victoire pourrait les propulser. Là, si c'était pas premier, ça aurait été deuxième. Là, ça y va avec le différentiel de points. Mais je trouve ça quand même intéressant de noter là, que la différence entre les deux divisions présentement, là, dans l'Est, on a 3 équipes au-dessus de 500 et on n'en a aucune dans l'Ouest présentement. Donc, oui, Winnipeg, premier dans la division. Mais ça serait quand même, le premier dans l'Ouest présentement donnerait quand même simplement 4e dans la Ligue au total. C'est assez intéressant. Et juste une petite note comme ça, là, ça s'est fait après le résultat du dernier match, je pense, de la semaine. Là. Montréal s'est assuré d'une place en série déjà après seulement 11 matchs dans la saison. C'est officiel déjà. Ben, tu sais, avoir leur début de saison, avoir l'impact qu'ils ont match après match, je pense que c'est pas surprenant. Là. Non, c'est pas surprenant. Moi, c'est plus le nombre de matchs que ça a pris. Là, 11 matchs pour s'assurer, c'est quand même assez rapide. Là. Évidemment, avec juste une défaite, c'était déjà assuré. Là. Il n'y avait aucune chance qu'ils ne les fassent pas. Mais c'est seulement une formalité. Mais de voir ça confirmé après 11 matchs, là, ça prouve juste vraiment la dominance des Alouettes depuis le début de la Et saison. dire que certains ne mettaient même pas les Alouettes en éliminatoire en début de saison, encore une fois. À quel point les Alouettes prouvent qu'ils ont ce qu'il faut pour aller loin. Que dire du coach Jason Moss, qui honnêtement là, est phénoménal sur les lignes de côté. Danny Machocha, qui est un directeur général hors pair, a signé Austin Mack rapidement. Là, on a Uguak de mémoire là, qui pourrait revenir avec Montréal. Là, mais là, de ce que j'ai pu voir, il est blessé présentement à l'épaule. Ouais. C'est pour ça qu'il aurait été relâché de son essai avec Tampa Bay, mais il y a encore du temps pour s'en remettre avant la fin de la saison. Moi, j'aimerais bien le revoir pour les séries avec Montréal. Je pense que ça pourrait être, comment je pourrais dire, là, une arme de plus
aux Alouettes qui sont déjà assez bien là. Absolument. Surtout avec la suspension là, à Chandlerman présentement là, qui fait quand même mal à la ligne défensive des Alouettes. Ça pourrait être une belle addition. Puis pendant qu'on est dans le sujet, là, on parlait la semaine dernière de Mathieu Betts qui aurait pu signer avec les Alouettes. Il a décidé de retourner avec BC là où il jouait dans la CFL avant de partir pour la NFL. Donc lui, il ne pourra pas signer à Montréal, mais on espère encore que Uguak se remette de sa blessure et vienne signer avec les Alouettes. Je pense que Mathieu Betts avec les Lions, là, ça va faire du bien là, aux Lions qui, on l'a vu, là, ont disputé un fort match là, dans leur dernière rencontre. Au niveau de l'Ouest, on l'a dit, les Blue Bombers premier, les Lions deuxième à 6-6, à égalité avec Winnipeg. Donc le premier rang, là, on l'a dit tantôt, c'est une question différentielle. Winnipeg à plus 16, les Lions à plus 4. Saskatchewan 5-6-1 à 11 points différentiels de plus 8. Les Stampeders de Calgary à 4-7. 8 points, moins 59 pour les Stampeders de Calgary. Et les Elks d'Edmonton, 5e, 4-8 pour 8 points différentiels de plus 22. Si on évoque les statistiques rapidement dans la LCF, Bolívar Mitchell, toujours premier au niveau des verges par la passe pour les carrières. 3383 verges pour Bolívar Mitchell. Jake Mayer, qui on en parlait, là, les Stampeders qui connaissent des difficultés, a quand même 2921 verges. Bon, pour le deuxième rang dans la LCF. Bethel Thompson, 2879 verges. Zach Collaros, 2701. Et le top 5 se termine avec Drew Brown, 2532 verges. Au sol, Brady Oliveira, 851 toujours. Stenback, 810. Carey, 724. Armstead, 623. Et Walter Fletcher complète le top 5 avec 483 verges. Il y a quand même une bonne différence entre le 4e et le 5e rang. Si on parle que le 4e, Ryan Armstead a 623 verges. Au niveau de la réception, McInnes à BC, 1026 verges. Le seul receveur ayant plus de 1000 verges. Le deuxième, James Hardy, 853. White, 829 avec Hamilton. Holland s'habille avec 803. Et le top 5 se termine avec Tyson Philpott, qui est toujours blessé, qui totalise toujours 9 matchs avec 779 verges. Si Tyson Philpott avait joué les 11 matchs des Alouettes, serait assurément dans le top 3 de la LCF. Là. Ouais. Parce que 9 matchs avec 779 verges, on a White avec 12 matchs, 829 verges. Pas mal certain que Tyson Philpott accoterait McInnes au premier rang. Surtout avec le retour de Fajardo, là, qui était clairement c'était son target primaire là, depuis le début de la saison. Probablement qu'il y aurait quelques matchs potentiellement autour de 100 verges là, de réception. Ah, c'est 100%. Là. S'il n'y a pas le 1000 verges, il est pas loin. Là. Il cogne à la porte. On va maintenant aller vers les prédictions semaine 14 et semaine 15. La semaine 14 prend son ouverture vendredi le 6 septembre prochain dès 19h30 au stade Percival Molson où les Alouettes de Montréal reçoivent la visite de Nathan Rourke et les Lions de la Colombie-Britannique. Ça va être un bon duel, ça. Mais je crois que les Alouettes, encore une fois, sans surprise, seront les favoris. Je suis d'accord avec toi, c'est difficile de miser contre la première équipe de la Ligue, la meilleure équipe du football canadien présentement de loin. Avec une semaine de repos en plus, là c'est certain que BC sont sur une belle lancée avec le match de la semaine dernière, ont écrasé Ottawa littéralement. Donc Nathan Rourke là, qui va être sur une belle lancée pour commencer. Avec l'acquisition de Mathieu Betts en plus, c'est un positif pour eux, mais je suis pas capable non plus de miser contre les Alouettes. Là. On dirait que c'est impossible présentement de miser contre les Alouettes parce que même si on a un lent départ, on finit fort. Ouais. Fait que je pense que les Alouettes là, ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Un match qui va retenir mon attention, c'est celui entre les Argonauts de Toronto et le Rouge et Noir d'Ottawa. J'ai hâte de voir comment Drew Brown va rebondir suite à son mauvais match contre les Lions de la Colombie-Britannique. D'un côté, Chad Kelly qui a retrouvé un peu là, ses amours suite à sa suspension. Je te laisse aller avec ta prédiction.
Je vais y aller avec Ottawa de mon côté. Là, c'est deux équipes qui ont perdu leur match la semaine dernière. Ottawa se sont fait écraser, mais il ne faut pas oublier que c'était contre une bonne équipe là, quand même. BC était quand même solide. Toronto vient de perdre contre les derniers dans l'Est en Hamilton. Je pense qu'Ottawa va revenir plus fort que Toronto va être capable de revenir seulement de par combien ils ont perdu. Là, c'est difficile à avaler. Je pense qu'on va essayer de rentrer avec beaucoup plus d'énergie, d'aller chercher ce match-là. Je pense qu'Ottawa va le vouloir plus que Toronto, qui ont perdu par un mince 3 points la semaine dernière. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que Drew Brown et le Rouge et Noir ont tout ce qu'il faut pour rebondir. Donc, de mon côté, le Drew Brown et le Rouge et Noir. Saskatchewan, Winnipeg. Si BC perd et quoi, Winnipeg l'emporte, on est non seulement encore au premier rang, mais là, on viendrait de prendre un 2 points d'avance. Ça va être un bon match, là, Saskatchewan-Winnipeg. Tu t'enlignes vers où avec ça? Duel Trevor Harris contre Zach Collaros. Ça va être un rematch là, de la semaine passée qui s'est passé des deux côtés. Là, on a lancé le ballon beaucoup. Je reviens sur les statistiques qu'on a passées tantôt. Collaros a eu moins de verges que Trevor Harris, mais on a été capable de chercher la victoire quand même par 2 points. Je pense que je vais miser sur Saskatchewan cette semaine. On va essayer de revenir fort. Mais ça va être très serré, là, comme la semaine dernière, selon moi. Je pense que tu as raison. Je pense que Saskatchewan va l'emporter aussi, mais je ne serais pas surpris de voir Winnipeg sortir gagnant de ce match. Mais je pense que du côté de Trevor Harris, on a mal digéré cette défaite-là, puis on va vouloir assurément là, revenir plus fort cette fois-ci à Winnipeg. Duel revanche, on en parlait, on a parlé de celui de Saskatchewan-Winnipeg, encore une fois un duel revanche entre Edmonton et Calgary. Est-ce que tu t'attends à voir Drake Mayer et les Stampeders revenir fort dans ce match, ou pour toi, là, McLeod, Bethel, Thompson et Edmonton vont l'emporter? C'est certain que du côté de Calgary, on espère que Jake Mayer revienne en force. Là, c'est difficile à prévoir. D'un côté, normalement, quand tu as un match difficile, je dirais que c'est le bounce back va être le plus important. Mais là, on joue contre la même équipe. Après 4 interceptions, il va peut-être avoir un petit stress du côté de Jake Mayer, un peu d'hésitation avant de lancer le ballon. Je pense que ça va être un début de match qui va être difficile pour Calgary de ce côté-là. Est-ce que ça va durer tout le temps du match? Je suis pas certain. Mais je pense que je vais prendre le risque et je vais dire Edmonton pour 2 victoires de suite contre Calgary. Je vais y aller également avec Edmonton. Je ne crois pas que Jack Mayer va être en mesure de revenir en force. Je crois que tu as parlé de quelque chose d'important. La nervosité qu'il va avoir en début de match, la confiance qui va avoir été peut-être impactée suite à ces 4 interceptions. On va affronter la même défensive. Donc, je pense qu'on risque de jouer sur les talons là, du côté de Jack Mayer et les Stampeders. On l'a dit là, un petit peu avant, là, ça fait quelques semaines que ça va pas bien à Calgary. Donc là, c'est un petit peu une pente là, un petit peu fatale pour Calgary. Là. On commence à l'échapper. Puis là, un match de 4 interceptions. Jake Mayer doit sentir la pression depuis quelques matchs. Et là, il vient d'avoir un très mauvais match. Se reprend contre la même équipe. Je pense que ça va être vraiment très difficile là, de commencer le match du bon pied pour Calgary. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Du côté de la semaine 15 maintenant, 3 matchs vont être prévus. Ça va débuter vendredi, le 13 septembre prochain, en direct de la Colombie-Britannique, dès 22h. Un duel entre les Lions et les Argos de Toronto. Bon, là, c'est sûr que on y va d'une prédiction dans 2 semaines. On ne sait pas comment les Lions vont avoir joué contre les Alouettes. On ne sait pas comment les Argos vont avoir joué contre le Rouge et Noir. Donc là, prenez en compte qu'on fait une prédiction vraiment d'avance sans avoir vu les performances des équipes en question. De mon côté, je crois que Chad Kelly et les Argos vont l'emporter. Parce que je pense que Chad Kelly joue du bon football présentement. J'ai confiance en Nathan Rourke, mais on dirait que les Argos sont fatigants. Puis je pense qu'ils pourraient jouer les troubles de fête là, en Colombie-Britannique. Je suis quand même d'accord, mais moi, je vais y aller avec BC. Là, et comme tu dis, là, on fait une prédiction pour dans 2 semaines. On ne sait pas exactement ça va être quoi les résultats d'avant. Je pense que des 3 matchs de la semaine 15, c'est le plus difficile à prédire à cause de ça. Je pense que ça va dépendre vraiment du match de la semaine 14, voir si on commence à aller chercher du momentum pour les 2 équipes.
On a prédit tous les deux qu'ils allaient perdre, cependant. Donc, si nos prédictions se suivent, il ne devrait pas avoir de momentum nécessairement d'un côté ou de l'autre. Moi, je fais plus confiance à l'équipe de BC qu'à l'équipe de Toronto pour l'instant. Ça va être à voir, évidemment, avec les résultats de la semaine prochaine. Mais j'y vais avec BC contre. Entièrement d'accord avec toi. Autre rencontre, ça va être celui entre le Rouge et Noir d'Ottawa et les Tiger Cats d'Hamilton. Là, c'est parce qu'on dirait que les Tiger Cats, autant ont des mauvaises performances qui causent des surprises. Donc, j'ai envie de te dire que le Rouge et Noir de Drew Brown vont l'emporter. Je suis d'accord avec toi. Encore une fois, c'est pas au même niveau que les Alouettes, mais Ottawa présentement est quand même la deuxième meilleure équipe de la ligue. Puis on parle de la pire équipe de la ligue maintenant. Edmonton serait passé devant eux là, avec 4 victoires et 8 défaites. C'est difficile de miser contre Ottawa dans un scénario comme ça. Je pense qu'encore une fois, la défensive d'Hamilton ne sera pas capable d'être au niveau là, de Drew Brown depuis le début de la saison. On en parle, une grosse saison, des gros matchs. Donc pour moi, c'est assez facilement Ottawa qui va aller chercher ce match-là. 100% d'accord avec toi. Un match qui ne devrait pas vraiment là, être une question à se poser. Le match entre les Alouettes de Montréal qui visiteront les Stampeders à Calgary. Je pense qu'honnêtement, les Alouettes, là, c'est même pas une question, vont remporter ce match contre Jack Mayer et les Stampeders. Exactement, bien d'accord avec toi. On l'a dit tantôt, c'est impossible de miser contre les Alouettes présentement. 10 victoires, une défaite. Calgary, ça va mal depuis quelques semaines. On va voir, encore une fois, on va voir selon leur performance à la semaine 14, mais tout de même, là, même avec une victoire par 25 points, je prendrai les Alouettes, même s'ils perdent le match de la semaine prochaine. Je miserai encore pour les Alouettes. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison de choisir Calgary là, dans une prédiction pour cette semaine-là. Donc, on vous le rappelle, mesdames, messieurs, la semaine 14 qui prend son envol vendredi, le 6 septembre prochain, en direct du stade Percival Molson. Alors que les Alouettes vont tenter d'aller chercher une 11e victoire en 12 parties cette saison. Les Alouettes qui, après 11 parties et dossiers de 10-1, se sont déjà assurés d'une place en éliminatoire dans la Ligue canadienne de football et sont présentement en mission vers une deuxième Coupe Grey consécutive et pourraient assurément y parvenir. Ce soir, lors du podcast du 3 septembre 2024, c'était la soirée de première pour le segment Sur le terrain dans une 3e saison consécutive avec Pierre-David Bolduc, chroniqueur spécialiste au niveau de la NFL. On est revenu sur la pré-saison dans la NFL, les jeunes carrières, les blessures, nos prédictions pour les diverses divisions dans la NFL, puisqu'il y en a plusieurs. Et on a terminé avec nos prédictions de la semaine numéro 1 qui prend son envol jeudi prochain en direct de Kansas City, alors que les Chiefs, gagnants du dernier Super Bowl, vont recevoir Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore. Un duel qui promet pour ce jeudi soir, premier match de la saison dans la NFL. S'en est suivi le segment Premier les buts, segment 100% LCF où on suit l'actualité complète de la Ligue canadienne de football. On est revenu sur la semaine numéro 13 avec plusieurs duels qui ont été chaudement disputés, plusieurs intéressants, des surprises. Et on a terminé avec nos prédictions de la semaine 14 et 15 sans parler également du classement et des statistiques dans la LCF. C'est vrai que ça a été un plaisir encore une fois d'avoir été ensemble ce soir pour le segment LCF et le prochain, mesdames, messieurs, pour la LCF. Je tiens à préciser là, sera dans 2 semaines, soit mardi le 17 septembre. Notez bien la date. Mais attention, nous serons de retour la semaine prochaine, tout de même, mardi le 10, pour le segment NFL et possiblement le segment coup franc, segment soccer avec Bruce Lubin. En mon nom, Marc-Olivier Paquette et celui de l'échec avant, on vous souhaite une excellente soirée à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Cédric, merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Merci de me recevoir. On vous souhaite une excellente fin de soirée à tous
Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux! Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez!